Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nature à l'origine. Alors bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé la première vidéo du four à pain. C'est vraiment très gentil d'avoir aimé et partagé. Je fais cette vidéo pour venir en complément de cette première vidéo pour combler les manques, les questions que certaines personnes m'ont posées. Donc j'ai fait un récapitulatif des différentes étapes de fabrication et des possibilités de faire autrement que comme moi je l'ai fait. Je vais citer aussi les avantages et inconvénients d'un four à pain en terre, parce qu'il n'y a pas que des avantages. Et puis après, je préciserai quelques petites choses, histoire que la vidéo soit au complet et qu'il y ait toutes les informations pour que tout le monde puisse le réaliser chez soi. Donc, les étapes de fabrication du four à pain, c'est bien simple. Il faut un support déjà, donc moi j'ai utilisé un support en pierre. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de support à condition que ce soit quand même assez solide. Vous pouvez même prendre une grande planche en bois, en fait ça marche pareil, sur des tréteaux. Voilà, ça c'est la façon la plus primaire de réaliser un support, mais vous pouvez faire ça n'importe où. Si vous avez l'opportunité de le faire dans un endroit déjà couvert, je vous le conseille vivement parce que le problème de la terre c'est que ça n'aime pas la pluie du coup. Une fois que vous avez le support, moi voilà comment j'ai procédé. Attendez parce qu'il y a le chat. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite chape assez légère d'environ ça. Quelques centimètres pour aplanir, parce que comme j'ai mis du remblai sur mon support en pierre, il y avait des chances que ça travaille un peu avec le temps, donc je préférais rajouter une surface plane. Et en plus, les pierres que j'ai utilisées n'étaient pas plates, donc les briques de la sole auraient été un petit peu tordues. Donc je voulais quelque chose de plat, donc j'ai fait une petite chape en chaud. Et peut-être l'alternative ça pourrait être de faire pareil, un mortier de terre-paille en fait, comme j'ai fait pour le support. Je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue quelque part là. Ce serait faire ouais, une sorte de pareil, une chape mais en terre-paille quoi. Alors je sais pas si ça tiendrait bien. Donc voilà, ensuite je pose les briques, donc ça il faut trouver des briques, mais c'est pareil, si vous voulez faire vraiment en mode old school, vous pouvez ne pas mettre de briques et laisser en terre-sable, vous faites un mélange terre-sable à 50-50 avec toujours légèrement plus de sable que de terre. Ça vous fera un support aussi qui risque de craquer par contre, mais si vous voulez faire la chose à l'africaine, ça peut marcher quoi. Donc moi j'ai préféré pour un petit peu plus de longévité mettre des briques pour que la sole soit vraiment stable. Donc je pose la sole en fonction du gabarit, de la taille que je veux et de la forme. Je pose les briques, j'ai découpé à la disqueuse tout autour des briques. Ensuite, l'étape c'est de faire le gabarit, du coup moi je l'ai fait en sable, mais vous pouvez aussi le faire en bois. C'est un peu plus complexe quoi, mais ça, si vous êtes motivé vous pouvez le faire. Donc là moi j'ai mis quelques briques avant de mettre du sable pour éviter de mettre trop de sable parce que j'en avais pas assez. Donc j'ai mis du sable, j'ai fait la forme à l'œil quoi, j'ai pas mesuré, j'ai essayé de faire ça esthétiquement. Ensuite il faut mettre du papier du coup pour protéger le sable de la terre qu'on va mettre par dessus, pour éviter que le sable il adhère à la terre et qu'ensuite il y ait du sable qui soit collé à l'intérieur qui risque de tomber sur vos aliments. Donc c'est bien de mettre du papier journal. Moi je l'ai fait l'été, donc le papier journal mouillé il finissait par sécher en l'espace d'un quart d'heure, donc j'étais obligé de remouiller à chaque fois pour le laisser humide quoi. Ensuite du coup terre, sable,
un mélange terre-sable à 50-50 avec toujours légèrement un petit peu plus de sable. Pour la première couche, donc celle qui va être en contact avec le feu. En fait, le sable va permettre de créer une partie vraiment très dure à l'intérieur, qui va être vraiment compacte et qui va faire des gros blocs assez réfractaires. Donc moi j'ai décidé de faire 3 couches de terre-sable pour être sûr qu'en fait, s'il y a des fissures, les autres couches pourront permettre d'étanchéifier ces fissures. Les 3 couches en fait vont faire des fissures, mais peut-être pas au même endroit. Du coup, ça réduit le chance qu'il y ait des grosses fissures au même endroit et que du coup, ça casse complètement ça a des risques de casser en fait la structure entière. Et au bout des 3 couches, je finis par une grosse couche de terre, sable 50-50, plus de la paille. On peut mettre entre 20 et 40 cm de terre paille en fait, c'est pas grave. Ça marche quand même. Donc ça, c'est les étapes de fabrication. Ensuite, à la fin, on retire le sable et on doit faire des petites chauffes pour faire évaporer l'eau résiduelle. Après X semaines de séchage. Donc le séchage entre chaque couche, moi, j'ai fait première couche, j'ai laissé sécher, je sais pas, peut-être 2 semaines, peut-être un mois, mais en fait, si on veut, on peut tout faire dans la journée, hein. C'est pas un problème. Mais moi, j'ai pas eu le temps, donc j'ai laissé sécher la première couche, ensuite j'en ai remis une, ensuite j'en ai remis une, et à la 3e couche, là, j'ai fait 3e couche terre-sable, et dans la même journée, j'ai fait la couche de terre-sable-paille. Mais comme je vous dis, on peut vraiment tout faire dans la journée ou réparti sur 2 jours. Et après, le temps de séchage, il faut compter selon le mois de l'année, mais si c'est l'été, vraiment, vous comptez 3 semaines, un mois. Si c'est l'hiver ou quoi, là, vous pouvez compter plusieurs mois, quoi. Après, il faut voir, il faut regarder, voir où ça en est, est-ce que c'est encore humide, tout ça. Et après, sinon, vous faites des petites chauffes quand même, mais vraiment très légères, quoi. Vous faites un feu, comme si vous vouliez démarrer un vrai feu, sauf que vous laissez flamber et ensuite vous laissez éteindre, quoi. Voilà, les premières chauffes, c'est ça, vous laissez éteindre le début de feu, quoi. Vous rajoutez pas du gros bois, etc. Vous mettez du petit bois d'allumage. Vous faites ça plusieurs fois. Moi, personnellement, j'ai fait ça. La première fois, j'ai fait juste une cagette, on va dire, avec quelques petits morceaux de bois. Et après, le deuxième, troisième fois, j'ai commencé à mettre un peu plus de bois pour qu'en fait ça chauffe plus longtemps, mais pas à grosse température. Faut pas qu'il y ait des grosses températures au début, sinon c'est là que ça va fissurer à mort. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites vraiment des petites chauffes au début. Même si vous n'êtes pas sûr, vous restez sur des petites chauffes pendant très longtemps, et jusqu'à ce que vous voyez qu'à l'intérieur ça réagit bien, etc. Mais généralement, enfin, pour moi, j'ai pas eu de problème particulier, ça a bien. Et pour finir, sur des grosses chauffes qui vont bien chauffer à forte température pour qu'à l'intérieur, la voûte en terre-sable se durcit. C'est comme de la poterie en fait, sauf que c'est moins chaud, ça va créer quelque chose d'assez compact et solide, mais ça va pas faire de la vraie poterie, quoi. Mais n'empêche que c'est très solide, malgré tout. Donc déjà, c'est fait de terre. Donc, ce qui veut dire que l'eau dessus, ça l'érode, quoi. C'est-à-dire que l'eau va ruisseler dessus et va emporter la terre avec. Donc, au bout d'un moment, enfin, si vous laissez votre four, pardon, votre four sous la pluie pendant plusieurs jours, vous aurez plus de four à pain, quoi. Donc, il faut absolument le protéger des intempéries. Donc ça, c'est la partie un peu chiante. Moi personnellement, là, c'est protégé avec une bâche, mais j'ai l'intention de faire une vraie toiture dessus. Le deuxième point, c'est que c'est de la terre, donc c'est un peu plus vivant qu'une matière dure comme le ciment ou la chaux. C'est-à-dire que là, il va y avoir des fissures, donc il va falloir les reboucher. Il faudra toujours garder un petit peu de terre et de sable de côté, histoire au moins les premiers temps, quoi, quand les fissures vont apparaître, pour colmater. Ou par exemple, moi j'ai la cheminée, une fois que le tuyau a fondu. Après la chauffe, le tuyau en zinc que j'ai mis, il a fondu. Du coup, la partie cheminée, c'est que de la terre. Donc, comme c'est une partie un petit peu plus fine, je pense que à l'avenir, elle aura tendance à s'effriter. Donc, il faut
Je dis pas qu'il faut le faire voilà, toutes les semaines, tous les mois, mais en fait, il faut se mettre à l'évidence que c'est un truc qui coûte pas cher, c'est sûr, qui est accessible à tous, mais par contre, faut le réparer un peu, quoi. Il faut le réparer de temps en temps, et enfin, moi c'est un plaisir, donc ça va, mais voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit une habitude, quoi. Donc, ouais, comme pour tous les fours, en fait, il faut faire une chauffe un peu avant de refaire du pain quand ça fait longtemps que vous l'avez pas fait et que c'est pas l'été, quoi, parce qu'il y a l'humidité qui re-rentre dans la terre. Donc moi j'ai fait 2 jours de préchauffe, vite fait. En fait, je me suis rendu compte que l'avantage par rapport au four en brique, c'est que ça a une capacité de remise en forme bien meilleure que les fours en brique. Par exemple, si vous l'utilisez pas pendant plusieurs mois, il n'y a pas besoin de faire 4 jours de chauffe avant de remettre les briques d'aplomb pour pas qu'elles pètent, quoi. Là, le four, il réagit au quart de tour. Il faut y aller mollo parce qu'il y a toujours de l'humidité qui est bien profondément à l'intérieur. Donc il faut faire une chauffe progressive, mais franchement, limite, j'aurais pu faire chauffer dès le premier jour sans préchauffe, ça l'aurait fait aussi, quoi. Donc après, c'est à vous de voir. Faut tester, quoi. Ouais, il y a les souris. Ouais, moi j'ai des souris à l'intérieur qui se logent dedans. Donc pour l'instant elles ont pas trop fait de dégâts, mais si elles veulent creuser la terre ou quoi pour faire je sais pas quoi, peut-être ça peut être un problème, quoi. Mais voilà, ça fait partie d'un des inconvénients. Bah, l'avantage du coup c'est que c'est vraiment pas cher à faire. Le support j'ai mis très longtemps à le faire, mais si le four à pain en lui-même, ça prend que quelques jours, quoi. Le plus long finalement ça reste de trouver les ingrédients, notamment le sable, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez en récupérer si vous connaissez des entreprises qui en ont, qui voilà. La terre aussi, parce que la terre, il faut pas n'importe quel type de terre, quoi. Si vous avez chez vous, vous avez une terre sableuse, ça marchera pas, quoi. Donc il faut vraiment une terre, en fait, vous voyez dans les champs, les agriculteurs qui labourent, vous avez souvent des grosses, enfin en tout cas chez moi c'est très argileux, vous avez souvent des grosses mottes de terre très compactes qui restent sur elles-mêmes avec une partie très luisante qui réfléchit au soleil. Ben ça veut dire que c'est de la terre argileuse. Généralement, quand vous prenez une boule de terre et qu'elle reste colmatée comme ça, c'est que c'est une terre argileuse. Si vous voulez faire un test, sinon vous prenez une bouteille. Si vous voulez faire le test de votre terre, vous prenez un gros bocal de gros cornichons ou, ou peu importe, un grand bocal plutôt long. Légèrement large, quoi, pas trop fin. Vous faites une sédimentation, en fait. Vous mettez de la terre dedans avec de l'eau, plus d'eau que vous mettez vraiment pas mal d'eau, quoi. On va dire un tiers d'eau de plus que le niveau de terre. Et vous remuez plusieurs fois par jour et vous laissez sédimenter, quoi. Donc là, vous allez voir la répartition en argile en haut, en limon et en sable en bas. Donc là, vous pourrez en centimètres calculer le pourcentage d'argile, de limon et de sable que vous avez dans votre terre. Faut au moins, je dirais, là-dessus j'ai pas trop de valeur, mais je dirais qu'il faut au moins 30 ou 40% d'argile, quoi, on va dire. C'est, je pense, un truc comme ça. Donc c'est pas cher du coup. Vous avez donc la terre, si vous pouvez la trouver, c'est gratuit. Si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre de briques. Moi, j'ai fait une voûte aussi en briques pour que ça dure dans le temps, mais j'ai vu des vidéos sur YouTube où ils le font sans briques. Mais du coup, la porte doit être plus petite que celle que j'ai faite pour qu'elle tienne, quoi. Parce que la voûte, moi, elle est vraiment comme ça. Mais il y a des fours à pain en terre que j'ai vu sur Internet où ils font comme ça, quoi. Vraiment en mode gothique. Donc ça veut dire que les parois sont plus droites, donc ça devrait plus tenir, quoi, qu'une voûte vraiment trop arquée comme ça. Donc quelques petits détails également. On m'a demandé des précisions sur la cheminée. Donc la cheminée, moi j'ai décidé de mettre un tuyau. Alors j'ai pas du tout fait exprès. J'ai mis un tuyau que j'ai trouvé dans ma cave, quoi, et j'ai pas vraiment fait attention. Je l'ai mis comme ça. J'ai vu qu'il allait très bien en diamètre, etc. Et je l'ai mis
sur la première couche de terre sable. Donc j'ai vissé comme ça pour le faire rentrer dans la première couche jusqu'à ce qu'il touche le gabarit en sable. Et ensuite, quand j'ai mis les autres couches de terre, j'ai moulé autour du tuyau. Et quand j'ai fait les premières chauffes, en fait, il a fondu, oui, parce que c'est du zinc en fait. Et au final, c'est pas mal parce que du coup, il y a plus de tuyau, quoi. Donc le truc a fondu, et donc du coup, je n'ai plus la partie en zinc. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Mais si vous voulez que ça tienne, vous pouvez prendre un vrai conduit de cheminée. Et parce que moi, c'était de la gouttière en fait. Prenez un vrai conduit de cheminée et dans ce cas-là ça tiendra, et puis vous aurez pas de risque que ça s'effrite de l'intérieur dans la cheminée en terre, quoi. Du coup, ah oui, on m'a demandé aussi la taille de la paille. En fait, la paille, elle doit pas être trop courte ni trop longue. Le mieux en fait c'est d'avoir de tout. C'est d'avoir des petits brins et des grands brins. Je dirais la maximum en longueur 30 cm, quoi. Et après vous pouvez passer un coup, faire une brouette on va dire de paille, passer à la tondeuse pour faire des petits brins, et après vous laissez la paille telle quelle pour une deuxième brouette, quoi. Comme ça vous avez du petit et du grand, c'est toujours bien. Si c'est trop grand, après la terre, c'est très difficile de la travailler, de faire des blocs, etc. Donc voilà. Après moi j'ai fait une porte en bois, donc assez simple. Alors moi on me disait ah mais le bois ça va brûler. Moi je me disais bah non, c'est pas en contact direct avec le feu. En plus quand je fais le pain j'enlève les braises, donc au final bon. Donc en fait en bois ça marche très bien si vous n'avez pas de fonte ou de métal ou quoi que ce soit. En bois ça marche très très bien. Ensuite ouais, comme j'ai dit moi je le couvre avec une bâche pour l'instant, mais le but c'est de faire une toiture solide, périn, en tuiles, etc. Donc après, vous faites là où vous pouvez, comme vous pouvez. Et ouais, on m'a demandé aussi du coup les fissures. Donc les fissures c'est normal qu'elles apparaissent en fait. Moi au début j'avais peur, je me disais ouais mais il va y avoir des fissures et tout, ça va pas tenir. En fait, ça tient, quoi. Parce que la paille, elle est là pour ça, quoi. Elle fait un réseau que même s'il y a des fissures, il y a tellement de liens entre les différents, enfin, entre tout le bloc de terre et la paille que en fait, c'est hyper résistant, quoi. Moi, je me rendais pas compte avant de le faire à quel point ça allait être hyper résistant. N'ayez pas peur de ça, quoi. Ça, à l'intérieur, c'est évident que du coup, comme il n'y a pas de paille, qu'il y a des fissures un peu partout, mais en fait, ce qui est étonnant, je vais vous montrer une image et une vidéo là-dessus, c'est qu'en fait, ces blocs, ils tiennent, quoi. Et c'est assez incroyable, il n'y a rien qui s'est désagrégé, j'ai dû faire une vingtaine de chauffes dedans, même plus, si ça se trouve, enfin, j'ai fait au moins une quinzaine de fournées de pain déjà. Mais il n'y a rien qui s'est désagrégé, c'est vraiment hyper solide, quoi. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que l'eau à l'intérieur, elle a besoin de s'échapper, et donc du coup, elle fait ses fissures. Mais une fois que les fissures elles sont là, eh bien le four il reste, en fait, il a fait ses points faibles, quoi, comme on dit. Il a fait ses points faibles, et du coup, ces fissures elles restent. Alors vous pouvez les colmater un peu, moi je les ai colmatées, voilà, histoire d'eux, quoi. Mais elles reviendront systématiquement en fait. Mais ça veut pas dire que le four ne tient pas en fait. Je sais que c'est pas très esthétique, on a l'habitude de voir les trucs propres, lisses, etc. Mais ça fait partie aussi du jeu de faire un four à pain en terre, quoi. C'est que ces fissures, elles sont inévitables en fait. Alors oui, moi, où est-ce que j'ai trouvé la terre? Donc moi, la terre, je l'ai trouvée par le biais d'un ami qui travaillait à la mairie, et donc ils ont créé une poubelle enterrée, et donc ils ont dû creuser. Et donc là, il y avait de la terre argileuse, donc il y en avait pas mal, donc j'ai pu en récupérer pas mal. Mais si vous avez des amis agriculteurs, vous pouvez leur demander de prendre quelques brouettes de terre. Il n'y a pas besoin non plus d'énormes, quoi. Si jamais la terre est argileuse, et dans la période où ils n'ont pas fait de semis, il n'y a pas de plantes, etc., quoi. En termes de quantité de terre dont j'ai eu besoin, je dirais 4 brouettes peut-être. Parce qu'après il y a le sable, quoi. Donc le sable, ça prend pas mal de volume au final. Entre 2 et 4 brouettes. Plus le sable. Et pour la paille, c'est pareil. 3 brouettes, quoi. 3 brouettes de paille, je dirais. Un truc comme ça.
Alors il faut aussi tamiser la terre. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord essayé avec du grillage fin, sauf que c'était un petit peu long, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce genre de bassine. Voilà. Et en fait j'ai fait une sédimentation, j'ai mis de la terre dedans, je brassais un peu tous les jours, et du coup tous les cailloux gros se retrouvent en dessous, et, et tout le reste se retrouve au-dessus. Du coup je prenais le dessus jusqu'à temps que j'arrive au gros caillou en dessous. Donc j'essaie de prendre le moins de cailloux possible. Donc il y a cette façon de faire là qui existe. Pour tamiser la terre à l'eau, il faut quand même beaucoup d'eau. Donc moi j'ai mis une cuve de récupération d'eau. Et donc j'ai fait qu'avec ça, quoi. Relié avec un tuyau d'arrosage. Et donc j'ai fait ça qu'avec de l'eau de pluie. Donc voilà. J'ai utilisé trois poubelles noires en plastique pour pouvoir faire plus de sédimentation possible en même temps. Dans la terre, il faut éviter qu'il y ait des gros cailloux. Il faut essayer d'enlever tous les cailloux de plus de 1 cm. Donc voilà la porte que j'ai construite. Donc comme vous avez pu le voir, c'est assez solide. Évidemment il y a des fissures, il y a des petits morceaux qui se barrent, mais il faut faire attention quand on met des outils à l'intérieur de ne pas les frotter contre la terre à l'intérieur pour éviter de fragiliser. Mais sinon ça tient parfaitement bien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous permettre d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Je vous répondrai aussitôt que possible. Et puis voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager le contenu si vous avez trouvé ça intéressant. À la prochaine!